des conséquences sur l'éthique, le psychique et le symbolique. La liberté n'est pas compatible avec la saleté. Vous riez. La liberté n'est pas compatible avec la saleté. Si les gens veulent être libres, il faut d'abord qu'ils commencent par être propres. Toutes les fois où vous voyez la saleté, d'abord c'est une marque de l'oppression. Et c'est une marque de la pression. Or, quand vous voyez la propreté, c'est une marque de l'autonomie. C'est une marque de la responsabilité et du contrôle de soi, ce que les philosophes ou les sociologues appellent en français compliqué le gouvernement de soi. Donc, ceux qui prétendent avoir la liberté doivent savoir que l'un des indices de cette liberté, c'est la propreté. Là où il y a la saleté, il n'y a pas de liberté. Voilà pour les problèmes de sécurité et de sûreté. Et nous finirons aujourd'hui sur une question qui se pose. Est-ce qu'avec l'évolution d'une ville comme Douala, un nouveau partage ne peut pas se dessiner entre la force publique, du moins la force publique nationale, et peut-être une nouvelle force publique locale qui serait mieux codifiée? On voit ce que beaucoup d'habitants considèrent comme des abus de ce qui tient lieu de police municipale ou là. Mais est-ce que ce n'est pas aussi parce que les choses ne sont pas encore clairement définies? Bon, bien entendu, comme ça va attaquer des intérêts corporatifs, ça ne va pas être évident d'obtenir que soit créée une police locale. La police nationale ne va pas se laisser faire, soyez-en sûrs, ni la gendarmerie nationale non plus. Mais peut-être qu'on peut commencer quand même à évoluer, mais ça suppose évidemment aussi en termes de formation, une formation sérieuse de ces agents-là pour que ça puisse être utile. Grand B, deuxième sous-partie et dernière sous-partie de notre deuxième partie, l'utilité. Une ville, c'est un espace d'intérêt. S'y jouent des échanges, des transactions, c'est un lieu de production, c'est un lieu d'exploitation. Et la fonction de l'exploitation dans la genèse historique de la ville, surtout dans les civilisations comment pourrais-je dire ça, sudéennes. Sudéennes pour désigner un ensemble de civilisations anciennes qui étaient développées en Asie, en Afrique et en Amérique latine, qui étaient des civilisations noires. Parce que les Noirs ne sont pas les autochtones de l'Afrique, les Noirs sont les autochtones du monde et les premiers habitants du monde. Ce qui caractérisait ces formations sudéennes, et ça c'est quelque chose que un analyste aussi éclairé et génial que Karl Marx n'a pas vu, c'est qu'en réalité, ce sont elles qui ont inventé les premières formes du socialisme. Et c'est quand ces sociétés tombent en réalité que ce que nous appelons le capitalisme aujourd'hui va naître, même s'il y avait déjà des éléments de ce capitalisme-là dans le modèle de la société mésopotamienne. C'est quand les sociétés socialistes, entre guillemets, tombent, l'exemple de Kemet, l'Égypte antique, que cette civilisation-là va prospérer. Et cette civilisation-là, elle est productrice donc de valeur. Sauf que la valeur donne lieu ici, évidemment, à l'inégalité. Le premier défi pour Douala, si on s'en tenait au langage dominant de l'orthodoxie économique aujourd'hui, c'est le défi donc de la productivité. Ce n'est pas que la productivité n'existe pas, mais ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il y a des productivités dispersées. Il y a la productivité de l'économie formelle, de l'économie officielle, puis il y a la productivité anarchique de l'économie dominante et informelle. Mais l'économie dominante et informelle qui est célébrée comme justement l'expression de la vitalité populaire n'en comporte pas moins aussi un certain nombre de problèmes. Tant que cette économie informelle se développe, ça à la fois, évidemment,
ça bloque la maturation du processus capitaliste, mais en même temps, ça bloque aussi la mise en place d'alternatives qui vont dans le sens d'économies de type solidariste ou mutualiste. En clair, pour que la productivité se développe, il faut des pactes sociaux. Il faut ce que Gramsci aurait appelé à un niveau un peu plus élevé, mais avec des conséquences sur celui-là, des compromis historiques. Et ce sont les pays qui réussissent ces compromis historiques entre les différentes classes et même entre les différentes communautés qui peuvent s'engager sur la voie de l'enrichissement collectif et du développement. Pourquoi il est important d'avoir cette coalition? Il est important d'avoir cette coalition parce que, évidemment, dans l'économie populaire, l'économie informelle qui existe, on voit bien qu'il y a des réserves de richesse. Sauf que la manière d'acquérir cette richesse stérilise la capacité que cette richesse ruisselle sur l'ensemble de la société. Il faut plutôt donc construire un système, un circuit qui associe les différentes formes de productivité pour que cela participe à la richesse collective. Et l'une des difficultés, c'est cette histoire de la fuite de la fiscalité, du maquis face à la fiscalité. Que ça vienne du haut, parce que l'économie spontanée et même l'économie informelle n'est pas que le produit du bas, c'est aussi le produit du haut, est un problème pour renforcer les institutions communes et les institutions publiques qui sont les institutions dans lesquelles on peut discuter les questions de redistribution et de partage. Parce que c'est par le mécanisme de la fiscalité et des transferts qu'on peut corriger les inégalités entre couches, qu'on entend les couches dans le sens classique des classes ou qu'on entend les couches dans un sens plutôt communautaire. C'est par la fiscalité qu'on peut résoudre cela. Mais si la fiscalité est un lieu de transaction occulte et illicite entre les agents de l'État qui l'assurent et les différents opérateurs économiques, il est évident que le potentiel de ressources collectives qu'on peut affecter en fonction d'une certaine vision économique et politique à la correction des inégalités et à la stimulation de l'économie se réduit. Se pose donc aussi la question de la compétitivité. Et une ville comme Douala est de ce point de vue éclatée. Dans Douala, il y a des niches de compétitivité globale. Ça veut dire qu'il y a des opérateurs économiques qui sont territorialement à Douala, mais en réalité, ce qui les intéresse, ce sont les marchés internationaux. Peut-être qu'ils n'ont pas une grande force de projection et de pénétration dans ces marchés internationaux, mais ils sont tournés vers ces marchés. Le deuxième type d'opérateurs tournés vers ces marchés, ce sont les représentants des multinationales qui sont là sur place, dont on connaît la logique habituelle qui est en fait d'extraire la richesse ici et de la sortir du pays et de ne rien laisser sur place. Et moi, je n'ai jamais cru, je ne crois pas à vos histoires sur les IDE là. Un pays s'enrichit par lui-même. Ce ne sont pas les investisseurs internationaux qui enrichissent un pays. Si un pays comme le Cameroun, qui a beaucoup de richesses, mais une richesse mal utilisée, une richesse mal acquise, une richesse cachée, ne fait pas cet effort, ce sera toujours un pays qui aura de grosses difficultés économiques, alors qu'il est évident que sur la base d'un pacte entre ces différentes composantes et sur la base de la discipline et du sérieux, le Cameroun devient en 30 ans, 50 ans un pays développé. Le Cameroun, là même, parce que même avec ce que nous considérons comme des choses insatisfaisantes, le désordre, la corruption et tout, on voit quand même le Cameroun avance. Et le Cameroun avance beaucoup plus que les Camerounais ne croient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous étions sérieux, évidemment, on avancerait plus vite. Si nous étions disciplinés, on avancerait plus vite. Si on peut déjà avancer malgré tous les maux, les vices dont nous nous plaignons tous les jours, ça veut dire que si nous sommes capables de mieux nous structurer, on va avancer plus vite. De ce point de vue,
j'ai confiance parce que les Camerounais ont leurs défauts, mais ils ont aussi leurs qualités. Ce défi, ils peuvent le relever. Le défi du développement du Cameroun. Et moi, je suis convaincu que pour autant que le Cameroun sache maîtriser ses démons politiques, le Cameroun, dans 30 ans, 40 ans, sera un pays développé. Il faut simplement maintenant organiser cela sur la base d'une vision et de la présence de politiciens visionnaires. Et c'est un peu ça qui va nous manquer. Parce que la logique dominante de la politique imposée par le néolibéralisme, c'est de transformer la politique en simple gestion. Non, la politique ne peut pas être simplement la gestion. Qu'il y ait de la gestion dans la politique, d'accord, mais la politique, ce n'est pas simplement la gestion. C'est un ensemble plus complexe qui introduit la gestion, mais il y a également d'autres considérations qu'il faut faire valoir. Il y a des considérations en termes de régulation politique, de conduite, de pilotage, qui consistent à ajuster et à réguler les contradictions. Dans ce jeu, par exemple, même si ce n'est pas absolu, le président Biya a une certaine expérience dans la gestion des contradictions, par exemple. C'est peut-être le jour où on ne sera pas là qu'on verra cette expérience dans la gestion des contradictions et on verra ce qu'elle avait comme qualité. Donc le Cameroun avance, mais il peut évidemment avancer mieux et plus rapidement. Sur la base donc d'une organisation qui lui permette de mieux utiliser donc ses capacités. Parce qu'il y a des capacités qui existent, des capacités en termes de production, des capacités en termes de distribution, mais il y a un défi important. Et comme Douala est notre principale place économique, Douala est aussi le centre de l'économie criminelle du pays. Et l'une des formes de cette économie criminelle particulièrement inquiétante, c'est la généralisation vertigineuse de la contrefaçon. À mon avis, c'est un combat qu'il faut mener de manière aussi forte que le combat contre la corruption, puisqu'en réalité, c'est le frère jumeau même de la corruption, que cette contrefaçon. Tout est contrefait au Cameroun aujourd'hui.